aussi, au niveau Alors, des… pardon, je vous interromps 30 secondes, c'est pour vous dire qu'on enregistre à partir de ce moment, d'accord? Oui, oui, pas de problème. Donc, en ce qui concerne le chalutage de fond, donc c'est une technique qui est destructrice, que ce soit pour la biodiversité marine. On a un problème de sélectivité au niveau des poissons, puisque en fait, il peut pas y avoir de sélection puisqu'il arrache tout sur son passage. Donc, on se retrouve en plus avec un certain nombre de poissons qui sont rejetés alors que le rejet est interdit. Et ces poissons qui sont rejetés sont des poissons morts. Donc, en fait, ils ont non seulement attrapé des juvéniles, ils ont raclé les fonds, ils ont raclé une partie des nurseries, ça dépend les endroits, vous avez dans certains endroits de la Posidonie, hein, qui sont des nurseries. Et dans ces textes-là, à la base, l'Europe avait autorisé le chalutage de fond. Aujourd'hui, au vu de la situation sur les ressources halieutiques, la biodiversité, on demande à ce que cette technique de pêche soit interdite. Mais soit interdite dans les aires marines protégées. Aujourd'hui, on a un problème, c'est qu'on a un chiffre d'aires marines protégées. On dit il y a 30% d'aires marines protégées et 10% strictement protégées. Aujourd'hui, on n'est pas sur 30%, on n'est pas sur 10%. Finalement, on a 1,8% d'aires marines protégées avec des plans de gestion. Ce qui veut dire que moi, sur mon rapport d'initiative à l'époque sur plus de poissons dans les mers, la préservation de la ressource halieutique, je me suis retrouvée à aller voir des aires marines protégées, une dans le Var, à Caproux, où je discutais avec un Pardon, à pêcheur. quel endroit? On n'a pas entendu À là? Caproux, Au c'est dans le Var, Cap-Roux. oui, au Caproux. Et D'accord. donc, j'ai été voir comment était un petit peu décrite cette aire marine protégée. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de bornage sur cette aire marine protégée, il n'y a pas de signalisation. Et pendant que je discutais avec la personne qui me montrait cette aire marine protégée, ben, un chalut arrive et pêche dans l'aire marine protégée. Il n'y a pas de bornage, il n'y a pas de signalisation, il n'y a pas de plan de gestion, il n'y a pas de contrôle puisqu'il n'y a pas de plan de gestion. Donc, forcément, on a un problème sur ces aires marines protégées. Donc, ça, c'était le premier point sur les aires marines protégées. Donc, on demande à ce que on ait des plans de gestion sur ces aires marines protégées, qu'on implique les pêcheurs. Parce que les pêcheurs, ils ne sont pas contre les aires marines protégées parce qu'ils savent que s'il n'y a pas d'aires marines protégées, les ressources halieutiques, elles ont du mal à se reproduire. Et si on met les pêcheurs autour de la table, on peut faire en sorte que même eux gèrent ces aires marines protégées, deviennent un peu comme des gardes champêtres, des gardes jurés. Pendant qu'ils pêchent pas, eh ben, ils ont la possibilité, avec des fonds européens qui s'appellent le FEAMPA, Fonds européen des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, ils ont une rétribution de ces fonds pour justement surveiller ces aires marines protégées et faire en sorte que ça se passe bien. Alors, sur ce qui s'est passé mardi, on a un rapport d'initiative. Alors, un rapport d'initiative, c'est un rapport qui n'est pas législatif. Donc, on n'est pas sur un texte contraignant. C'est, on va dire, comme une recommandation. Ce rapport s'appelait l'économie bleue et préservation de la ressource durable. Moi, j'ai déposé des amendements sur… Alors, oui, j'ai déposé des amendements sur ce rapport pour l'interdiction du chalut de fond dans toutes les aires marines protégées. J'avais déjà travaillé sur ce rapport en commission développement où j'avais intégré des choses un peu côté pêche, mais c'était une première entrée en matière. Je me suis dit que si ça passait là, ben, je pouvais passer par la petite porte pour arriver dans la grande porte. Donc, j'ai fait en sorte de déposer ces amendements en commission développement. Ils ont été passés, ils sont acceptés en commission développement. Donc, sur l'avis pêche, je les ai déposés aussi pour demander donc l'interdiction du chalut de fond dans toutes les aires marines protégées. Quand j'ai déposé ces amendements, juste à la limite du dépôt des amendements, j'ai le groupe Renew. Alors, le groupe Renew, c'est le groupe Renaissance. Ben, maintenant, le parti de Macron va s'appeler Renaissance. Donc, on a des députés de La République En Marche qui font partie de ce groupe, dont le président de la commission pêche, qui a déposé un amendement qui disait d'interdire les pratiques, enfin les techniques néfastes
dans les aires marines strictement protégées. Alors pour moi, c'est un amendement qui sert strictement à rien puisque c'est déjà le cas dans les aires marines strictement protégées. Il n'y a pas de chalut de fond dans les aires marines strictement protégées. Et en fait, il interdisait les techniques néfastes. Donc, c'est large, ça ne veut rien dire. Et en gros, ça ne veut rien dire. Suite à ça, on a fait, enfin, les ONG, dont Bloom et il y avait FNE, il y avait plein d'ONG qui ont fait pression par rapport à cet amendement. Nous, on a fait une communication par rapport à cet amendement pour mettre pression sur cet amendement. Un autre député de La République En Marche a promis de déposer un amendement de compromis, un amendement oral de compromis, qui annulait l'amendement déposé par la République En Marche, qui demandait l'interdiction des techniques néfastes dans les aires marines strictement protégées. En gros, il voulait déposer un amendement oral qui disait interdire les techniques néfastes, entre parenthèses, y compris le chalut de fond, dans certaines aires marines protégées, selon les avis des scientifiques, etc., etc. Donc, en fait, ils se donnaient un petit peu bonne conscience et ils avaient dit, vous inquiétez pas, ne vous énervez pas, on va déposer cet amendement oral. Sauf que j'ai attendu, donc moi j'étais au vote, hein, bien sûr, et au moment du vote de cet amendement, eh ben, le député en question ne s'est absolument pas levé, n'a rien proposé du tout, et on a tous eu le vote sur l'amendement de La République En Marche qui disait que il fallait interdire les pratiques néfastes dans les aires marines protégées, strictement protégées. Donc, en fait, c'est juste une manœuvre politique, c'est du greenwashing. Et là, j'ai dit c'est du bluewashing parce que c'est juste dire pour mon prochain mandat, je serai écolo. Et puis finalement, c'est juste sur le papier. C'est un peu comme les aires marines protégées. C'est sur le papier, mais ce n'est pas sur la réalité. Voilà, donc ça a été une catastrophe. Là, je regarde en même temps TMC parce que je suis désolée si mon regard va là-bas, c'est parce qu'il y a Le Quotidien qui est venu ce matin au Parlement et je veux voir ce qu'ils retiennent de ce qu'on a dit. Donc, quand ça va arriver, je vous quitte juste 2 minutes pour aller voir. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça a été une grosse opération d'hypocrisie et de greenwashing de la part des députés La République En Marche. Voilà. Très bien. Voilà ce qui s'est passé mardi. C'était l'horreur. On a compris. Oui. Bon, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu donc comment fonctionne, comme je l'ai dit, au niveau du Parlement en France, on sait comment ça se passe avec les projets de loi qui sont posés par le gouvernement et les propositions de loi qui sont fournies par les députés. Comment ça se passe au Parlement européen? Est-ce qu'il y a d'abord un groupe animaliste indépendamment du groupe écologiste, ou expliquez-nous un petit peu le fonctionnement? Bon, déjà, je vais vous dire dans quelle commission je travaille. Donc, moi, je travaille sur donc, la commission pêche, qui aurait dû s'appeler commission mer d'ailleurs, parce que pour moi, il y a tellement de choses sur la mer, la préservation des océans, la pollution plastique, etc. Il y a la pêche, mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, là, on est sur une commission mer, on essaye d'avoir des rapports un petit peu diversifiés. Mais donc, je suis en commission pêche, je suis en commission développement, qui fait le lien avec la commission pêche, puisqu'on a des accords de pêche dans les pays en développement où en échange d'argent, parce que je vais dire ça comme ça, en échange d'argent, on a des accords de pêche pour aller pêcher dans les eaux. Si je prends l'exemple du Sénégal, on va pêcher dans les eaux du Sénégal en échange d'accords financiers, d'appuis sectoriels. Mais le problème, c'est que c'est souvent au détriment de la sécurité alimentaire des pays en développement, justement. Si je donne un exemple de l'Afrique, on développe en ce moment de l'aquaculture et de l'aquaculture intensive. Pour nourrir ces poissons, ce sont des carnivores, il faut donc d'autres poissons. On va pêcher des petits pélagiques en Afrique de l'Ouest pour faire de la farine de poisson.
Malheureusement, en Afrique de l'Ouest et notamment au Sénégal, les populations locales se nourrissent de pélagiques. Donc, on va piller leurs ressources pour notre aquaculture, pour notre sécurité alimentaire, au détriment de la sécurité alimentaire de ces pays en développement. Donc, moi, voilà, ça fait un peu mon lien avec la commission développement. Et après, je suis en commission développement régional qui gère les fonds européens sur les territoires, le FEDER sur les fonds régionaux. J'ai géré des fonds de solidarité, les fonds sur les catastrophes de la tempête Alex, par exemple. Des fonds, il n'y a pas très longtemps, un fonds sur les réfugiés ukrainiens. Pour avoir la possibilité d'accueillir ces personnes qui fuient leur pays puisqu'ils sont en guerre. Et après, un fonds sur la crise du Covid où on a pu débloquer de l'argent pour acheter les masques et pour fournir des bouteilles d'oxygène dans les hôpitaux. Et ensuite, je fais partie d'une autre commission, et c'est ma commission préférée, on va dire. Ça a été une commission d'enquête sur le transport des animaux vivants. Parce que, et c'est là où je vais venir sur le bien-être animal au sein du Parlement européen, dans les groupes politiques au sein du Parlement européen et dans le groupe écologiste, on a quelques députés qui font partie de partis animalistes. Si je prends le groupe écologiste, on a un Portugais qui est au Parlement et qui, lui, est issu d'un parti animaliste. Mais il y en a malheureusement très peu. Ce qu'on a au Parlement aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une sous-commission qui est l'intergroupe animal au sein du Parlement européen où on fait des auditions. On n'a pas de vote sur cet intergroupe animal, c'est juste un atelier de travail, on va dire. Ce qui a été le plus important, c'est la commission d'enquête sur le transport des animaux vivants, puisque on s'est retrouvé avec la révision de la PAC, la politique agricole commune. Une chose qui est très importante au Parlement, c'est la révision de la stratégie sur le bien-être animal en 2023. Et du coup, aujourd'hui, l'Union européenne, elle a des compétences qui sont importantes en matière de bien-être animal dans l'agriculture. Sur la commission d'enquête qui a été demandée, elle a été demandée par les Verts à la base, puisqu'on s'est battu pendant plusieurs années pour avoir cette commission d'enquête parce qu'on voit les dérives de l'élevage industriel et de l'élevage intensif, que ce soit pour l'élevage de viande, on va dire, ou que ce soit au niveau des fermes laitières. Si je prends l'exemple de l'élevage intensif, sur la commission d'enquête sur le transport des animaux, on voulait une limite de temps de transport qui soit stricte. Et je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai vu pendant mes missions officielles et non officielles, parce que j'ai fait beaucoup de non officielles pour voir réellement ce qui se passait sur le terrain. On demandait une distance maximum entre le lieu d'élevage et le lieu d'abattage, et surtout une interdiction d'exporter les animaux vivants hors de l'Union européenne, parce que pour moi, c'est une aberration qu'une vache naisse en France, soit transportée par camion pendant un certain nombre d'heures pour arriver dans une ferme d'engraissement en Espagne, qui ensuite, une fois qu'elle est bien engraissée, on la retransporte sur un camion pour ensuite l'amener sur un bateau pour aller ensuite dans les pays d'Orient pour être abattue. Donc, dans les pays hors Union européenne. Donc, pour moi, c'est juste une aberration. Et on avait fait une proposition de transport de carcasses, transport de viande, plutôt que de transporter ces animaux vivants sous cette aberration de transport et sur toutes les dérives qu'il peut y avoir. Sur la commission d'enquête, on a travaillé sur deux choses. Il y a une législation qui existait. C'est la législation 1.2005, qui est une législation sur le transport des animaux. Donc, elle date de 2005 et on a demandé justement une révision de cette législation. Et ensuite, on a fait des recommandations à la commission. Sur la législation qui existe donc depuis 2005, ce qu'on a fait, c'est que lors de cette commission d'enquête, on y a travaillé pendant 1 an et demi. On a fait des auditions
avec différents ministres de l'agriculture et du bien-être animal, quand il y en a, au sein des différents pays. On a ensuite fait des auditions avec des vétérinaires qui sont présents ou pas lors des transports. Je dis ou pas parce que malheureusement, on demande à ce qu'il y ait plus de vétérinaires présents lors des transports et malheureusement, ce n'est pas encore le cas. On a auditionné aussi des transporteurs, etc., pour faire des constats et ensuite avoir un texte avec des recommandations qui a été voté aussi. Et c'est là où je disais tout à l'heure que nous, on demandait une limite de temps de transport qui était plus stricte, etc. Et malheureusement, sur les constats, tout le monde a voté les constats. Les différents groupes politiques ont voté les constats. Ils ont vu tous et toutes les mêmes images. Mais sur les recommandations, on n'était pas d'accord. Parce que sur les recommandations, finalement, on a obtenu certaines choses, mais on n'a pas fait de gros pas en avant, surtout sur le transport des animaux non sevrés aussi. Alors, je vous raconte un petit peu sur mes enquêtes de terrain. Malheureusement, on n'a pas eu beaucoup d'enquêtes officielles, enfin de missions officielles, puisqu'il y avait la Covid, donc ça nous a un petit peu limité nos délégations sur le terrain. J'ai eu une enquête en Bulgarie. Où quand je suis arrivée, le ministre de l'Agriculture nous a expliqué que tout allait bien, que tout se passait très bien. On est allé voir un point de contrôle. Et dans le point de contrôle, c'était tellement propre qu'on s'était posé la question à savoir si un jour il y a eu des animaux qui étaient passés par là. Il y avait des caméras au-dessus. On a demandé, écoutez, puisqu'il n'y a pas d'animaux aujourd'hui, est-ce qu'on a la possibilité d'avoir un visionnage? Les caméras ne marchaient pas. Donc, sauf que j'ai un collègue quelques mois avant qui est allé en Bulgarie en mission non officielle. Et en fait, il n'a pas vu les mêmes images et il n'a pas vu la même chose. Donc, déjà, ça, c'est un premier constat. J'ai fait une mission sur Carthagène en Espagne, où je suis allée sur les fermes d'engraissement un petit peu voir ce qui se passait, et surtout sur le transport des animaux par camion et par bateau. Donc j'étais en flanc de colline, on était à plusieurs, on était un peu cachés sur plusieurs jours pour voir un petit peu ce qui se passait. Et on s'est retrouvé avec un camion, enfin un bateau complètement réaménagé pour faire du transport maritime d'animaux, on va dire. Sauf que c'est pas un bateau qui était adapté à la base à ça, à ce transport-là. C'est des bateaux qui ont plus de 40 ans. Pour moi, c'est des bateaux poubelles. Et sur une journée, on a eu 40 semi-remorques qui ont embarqué des moutons. Il y avait quelques vaches aussi. Et on a vu la violence du chargement et du déchargement, déjà. Où au bout d'un moment, les camionneurs, alors je leur jette pas la pierre parce que ils déchargeaient les animaux en les attrapant par les pattes ou en leur donnant des coups. Alors, et je sais qu'ils ont certainement le stress du transport, ils sont sous pression, etc. Mais c'est pas des raisons. Pour moi, c'est absolument infernal de voir ces images-là. Donc, on a fait des petits films pour remonter ça au sein du Parlement en commission. Donc ça, c'est sur le transport par bateau. Après, sur la période de Pâques, j'ai fait des suivis de camions sur l'Italie, où je me suis retrouvée avec plusieurs camions. Les carabinieri nous ont aidés à attraper les camions quand on signalait des infractions. Sur un camion qui avait roulé plus de 36 heures sans s'arrêter, on s'est aperçu que les tétines d'abreuvement n'étaient pas adaptées à des moutons. Alors déjà, quand on a regardé le camion une fois qu'il était arrêté, on avait un mélange d'âge au niveau des moutons. Donc, on avait des animaux sevrés, des animaux non sevrés, qui n'avaient pas bu ni mangé pendant 36 heures. Ils ont vite ouvert les vannes de ces tétines quand ils nous ont vus, sauf que c'était des tétines adaptées aux cochons.
parce qu'il n'y a quasiment pas de tétine adaptée aux moutons sur les transports par camion. Et donc, ils ont le mouton tète d'une façon différente que les cochons, donc ils ne pouvaient pas boire. Donc, on prenait de l'eau avec nos mains comme ça, on leur donnait à boire. Et ensuite, bah, la police a donné une amende au camionneur, mais en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a baissé son pare-soleil, il a pris les sous qui étaient déjà prévus pour payer l'amende pour pouvoir continuer son chemin. Là, cette fois-ci, les carabinieri l'ont laissé partir parce qu'ils étaient à une demi-heure de l'abattoir. Donc, pour éviter de redécharger les animaux dans un autre camion, etc., ils ont préféré laisser partir le camion. Et moi, j'ai été agréablement surprise par la formation des carabinieri en Italie. Et on a demandé à ce que ce soit intégré dans le texte de recommandation, qu'il y ait une formation spéciale pour la police et les gens qui contrôlent. Parce qu'aujourd'hui, sur des contrôles qu'il y a en France, j'ai posé la question à des gendarmes pour lesquels j'avais demandé de contrôler des camions. Ils m'ont dit, mais je vais contrôler quoi? Et en fait, ils ne savent pas ce qu'ils doivent contrôler parce qu'ils ne sont pas formés pour ça. Et donc, dans ce texte de recommandation, on a demandé aussi qu'il y ait des formations spéciales par rapport au contrôle des animaux. Donc ça, c'est sur la commission d'enquête sur le transport des animaux. Après, j'ai fait une mission sur Blancafort, dans un abattoir. À la base, j'étais partie pour faire des contrôles de camions. Et finalement, je me suis retrouvée avec le directeur de l'abattoir parce que j'ai vu qu'il y avait eu des infractions sur cet abattoir. Donc, on a demandé. Pardon, c'est un abattoir en France, on n'a pas bien compris le Oui, nom c'est de l'abattoir. Blancafort dans le Cher. Ah, C'est Blancafort l'abattoir dans de le Cher. Blancafort dans le Cher. C'est un abattoir qui a des dindes et c'est pour le petit Gaulois. Quand vous voyez le petit Gaulois vendu en grande surface, l'histoire d'une dinde est mâle et femelle. Donc, il est élevé dans un hangar. Ça, c'est sur l'élevage intensif, hein. Donc, il est élevé dans un hangar et une fois que il est suffisamment gros pour être consommé, il part dans des camions avec des cages qui sont bien trop petites sur le transport parce que les mâles et les femelles ont des tailles différentes. On voit les pattes qui sortent complètement des cages de transport. Sur le texte de la loi de la réglementation de 1-2005, le texte il dit que une volaille doit avoir un espace suffisant pour se tenir dans sa position naturelle et qu'il ait un espace suffisant au-dessus de sa tête dans sa position naturelle. La position naturelle, c'est debout. Quand on voit qu'une cage, quand une dinde est couchée dans la cage et qu'elle est comme ça la dinde et qu'elle a absolument pas assez de place couchée, on voit qu'il y a quand même un problème. Donc ça, c'est des constatations qu'on a fait sur l'abattoir de Blancafort où ils avaient déjà eu des infractions, même sur la chaîne d'abattage. Suite à cette enquête, j'ai écrit au ministre de Normandie sur ce qui s'était passé. Je n'ai jamais eu de réponse. On a réécrit une seconde lettre. On n'a pas eu de réponse. Donc, je suis allée 3 fois à l'abattoir avec des médias qui m'accompagnaient. Je crois que c'est fin décembre, c'était la dernière mission. En février, je me suis rendue avec des collègues et avec L214 devant le ministère de l'Agriculture pour demander un rendez-vous. On ne m'a pas reçu. Parce qu'il faut savoir qu'au sein de la commission ANIT, on avait auditionné la responsable de cabinet du ministère de l'Agriculture qui nous a dit les problèmes de l'abattoir de Blancafort ont été réglés, il n'y a plus de problème. Et quand on a posé la question au niveau des transports aussi, elle nous a dit oui, oui, plus de problème. Vous nous confirmez que c'est réglé? On nous a dit oui, sauf qu'on y est retourné après, c'était toujours pas réglé. Donc c'est pour ça qu'on s'est rendu au ministère et on a été reçu le 14 février. Le 14 février, on a été reçu au ministère et en fait, on nous a dit oui, en effet, il y a des infractions. On a demandé à avoir les PV d'infraction. On devait nous les envoyer.
15 jours après, j'avais toujours rien reçu. J'ai relancé cette chère madame qui m'a dit légalement, nous n'avons pas le droit de vous donner les procès-verbaux d'infraction. Donc j'en suis là aujourd'hui. Donc je vais refaire une mission sur Blancafort dans pas très longtemps pour aller voir si ça s'est amélioré ou pas, mais j'en doute. Et je voulais vous dire autre chose aussi par rapport à Blancafort. Ah oui, et sur la taille des cages, quand j'ai posé la question au ministre, enfin au sein du ministère de l'Agriculture, j'ai posé la question, mais vous n'avez pas vu d'infraction au niveau des cages, mais j'ai relu le texte sur l'espace suffisant au-dessus de la tête des animaux pour le transport dans les cages et on m'a répondu oui mais euh, on ne sait pas trop ce qu'est la position naturelle. J'ai attendez là vous jouez sur les mots, la position naturelle on dit bien que c'est debout, oui mais c'est pas tout à fait ça, donc en fait à chaque fois on joue sur les mots et finalement on pourra arriver, voilà c'est exactement ça. Donc ça c'était sur la commission d'enquête. Après, moi, j'ai un gros problème sur le bien-être animal parce qu'il y a un grand oublié du bien-être animal, c'est les poissons et tout ce qui est aquatique. Enfin, on a pu le rajouter avec d'autres vers dans le texte de recommandation sur cette commission d'enquête. Il est stipulé aujourd'hui et les animaux aquatiques. Donc ça, c'est une petite évolution à ce niveau-là. Et je vois que dans le chat, il y a quelqu'un qui pose une question au niveau des pieuvres. Alors, moi je dis des poulpes parce que alors il faut que je vous avoue quelque chose, c'est que moi je plonge beaucoup. Allez, viens. Allez, hop. Désolée, on a oui, désolée, mais voilà. Et on a un gros problème. Enfin, moi, je suis amoureuse des poulpes. Je plonge et je me suis rendu compte dans mes plongées que le poulpe était un animal qui avait une sensibilité extraordinaire. Il change de couleur quand il a peur. Et un jour, quand j'ai plongé, je me suis rendu compte il est devenu tout blanc. Et je me suis dit, mais pourquoi il est devenu blanc? Donc, j'ai appris à connaître un petit peu ses réactions. Et là, je me bats au Parlement parce qu'ils veulent développer en Espagne une ferme aquacole de poulpes. Alors déjà, le poulpe, il se déplace par propulsion. Donc, comment est-ce qu'on peut faire de l'élevage de poulpes dans des cages où ils vont s'entrechoquer? On voit déjà ce qui se passe sur le saumon, qui pour moi est déjà une aberration. Et comment c'est possible qu'on développe ça? Je veux dire, à un moment donné, ça va être encore de la maltraitance animale et il faut vraiment qu'on arrive à, à dénoncer ça. J'ai déjà commencé. Et j'ai déjà fait plusieurs webinaires, on en parle. Le sujet n'est pas encore revenu en commission pêche, mais je pense que ça va pas tarder. Sur la pêche, la semaine prochaine, il y a un sujet aussi qui va être débattu, c'est les cormorans. Parce que le thème, c'est la problématique des cormorans par rapport à l'aquaculture. Euh, on développe des fermes aquacoles intensives et les cormorans, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent le poisson. Bon, après, ils ne leur mangent pas tout, hein, il ne faut pas exagérer. Donc là, on est en train de se dire, aïe, 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 le cormoran devient un problème. Si on tue tout ce qui devient soi-disant un problème parce qu'on développe des choses intensives, je suis désolée, à un moment donné, voilà. Donc ça va être une audition pour la semaine prochaine. Sur les cormorans. En termes de bien-être animal sur les poissons, c'est vrai qu'on a des normes qui sont quasiment inexistantes en ce moment et c'est un petit peu pour ça que non seulement le chalut de fond, j'ai voulu appuyer ça par rapport à la biodiversité marine, mais surtout par rapport au fait qu'on pêche des juvéniles, etc. et que c'est à un moment donné, c'est pas possible. Toujours sur le bien-être animal, on a aussi débattu au Parlement sur l'expérimentation animale, enfin contre l'expérimentation animale, parce que aujourd'hui on a des méthodes alternatives qui existent, qui malheureusement ne sont pas utilisées ou très peu. Ce qu'on a dénoncé il n'y a pas très longtemps,
Et ce qu'on a demandé, c'est de former des futurs laborantins à des méthodes alternatives à l'expérimentation animale. Donc ça fait partie aussi de ce qu'on voudrait intégrer dans la réglementation et sur le bien-être animal. Je ne sais pas si vous avez des questions, parce que du coup, j'ai beaucoup parlé. Mais, pardon, la formation, ça m'étonne quand même. Ça fait un moment que la loi est sortie sur la formation Oui, en expérimentation animale et ils ne sont pas formés, ces laborantins? il y en a qui ne sont toujours pas formés. Et il y a des futurs laborantins qui n'ont pas eu ces formations. Donc, bon, Alors, voilà. tout simplement, c'est une question financière aussi. Oui, Parce que mais malheureusement, tout le monde ne peut pas accéder à ces formations. oui, mais il y a des fonds qui sont quand même dédiés à ça. Je veux dire, on peut utiliser, on a des fonds dédiés à la politique agricole commune qui vont être rétrocédés à du bien-être animal. À un moment donné, je pense qu'on devrait allouer les fonds de la politique agricole commune en fonction de comment est-ce que, quels sont les critères en termes d'élevage et de bien-être animal, et ne pas donner de fonds si justement on ne respecte pas les critères de bien-être animal. Et je dirais que c'est un petit peu pareil sur l'expérimentation animale. Les labos, les labos pharmaceutiques, ils touchent des subventions. Moi, je pense que s'ils n'utilisent pas suffisamment de méthodes alternatives, on devrait aujourd'hui… Je n'ai pas entendu. Les sanctionner. Exactement, pardon. Oui, oui, tout à fait. Et on a encore un gros sujet au Parlement européen, c'est la fin de l'élevage en cage. Oui. Et ça, c'est grâce aux citoyens, citoyennes, lanceurs d'alerte, parce qu'on a besoin de lanceurs d'alerte. Il faut savoir que si on réunit plus de 1 million de signatures et qu'on amène ces signatures à la Commission européenne, la Commission européenne est obligée de réagir. Donc là, sur l'élevage en cage, je crois qu'il y avait 1,4 million de signatures, mais il faut que ce soit 7 pays différents. En fait, sur le million de signatures collectées, il faut que ce soit 1 million de signatures venant de 7 pays différents. Et en fait, ça c'est, comme je vous disais, c'est grâce aux ONG, etc. Et on a ce problème-là parce que aujourd'hui, on a 300 millions d'animaux qui sont élevés en cage dans l'Union européenne. Donc, sur la nouvelle législation, nous, on a demandé la fin de l'élevage en cage d'ici à 2027. Alors, je sais que c'est long, 2027, mais voilà, c'était une demande et on voudrait justement mobiliser les fonds de la PAC pour aider les éleveurs à faire une transition. Alors, pardon, fin de l'élevage en cage, ça comprend les poules, les lapins, tous ceux qui sont dans des cages, les cochons, Alors, les canards qui sont on a en gavage. les C'est poules vraiment tous, pondeuses. tous, tous. Alors, les poules pondeuses, les cochons, les lapins, canards et oies. Canards et oies. Pas les cochons, pas les truies. Ça concerne aussi, les animaux d'agriculture, donc les cochons et les truies. Parce que quand on voit, quand elles mettent bas, les petits qui passent à travers les barreaux qui sont… enfin bon, pour moi, c'est une aberration. Et puis, moi, je pense qu'on doit mettre tous les agriculteurs sur le même niveau d'exigence pour éviter les situations de non-concurrence, etc. Il faut vraiment, aujourd'hui, qu'on arrive à revoir totalement ce système de politique agricole commune. D'ailleurs, on a voté contre au Parlement européen sur la nouvelle PAC qui est horrible. Voilà. Les agriculteurs touchent toujours des subventions à l'hectare. Donc, au plus ils ont de terrain, au plus ils touchent de l'argent. Donc, encore une fois, ça va toujours au même. D'accord. J'en profite pour faire une petite… pour interroger. Si vous avez des questions à poser, vous levez la main. Vous savez comment ça se passe dans les réactions. Vous cliquez sur réaction
et vous appuyez sur lever la main. Où elle est la main? Là, il y a un endroit marqué lever la main et on vous passe la parole. Pour l'instant, je ne crois pas avoir de demande de parole. Est-ce que tout le monde a du son? Il y a des écrans qui sont fermés. Est-ce que c'est volontaire ou est-ce que c'est une faute de ma part? Vous avez une main levée. Donc, c'était pour le symbole. Donc, je clique Juste, dessus, je l'enlève. Abaissez la main. juste par contre, bon, c'est vrai que j'ai fait le visio après ma session plénière et il me reste plus que, on va dire, un petit quart d'heure parce qu'après, je suis obligée de repartir sur j'ai une autre interview, malheureusement, vu ce qui s'est passé sur les chaluts de fond, je suis un petit peu, voilà. OK. Bon, Suzy a une Ça fait main du levée, bruit. c'est ça? Suzy, Oui, Oui. allez-y. je voulais savoir, outre du coup la fin des cages promises pour les lapins, s'il y avait un projet qui était en cours pour les protéger parce qu'ils n'ont pas vraiment de statut protecteur, je crois. Euh, Par rapport à l'élevage ou par rapport au fait qu'ils soient en cage? Un peu général pour oui, l'élevage, la fourrure, l'expérimentation. Ah bah de toute façon, alors au niveau européen, il n'y a pas, je dirais, une loi comme on a la loi qui protège les animaux et qui dit que un animal devrait être considéré différemment qu'un objet. Malheureusement, ça, au sein de l'Union européenne, on ne l'a pas. On essaye d'avoir une réglementation et une révision de la réglementation sur le bien-être animal, mais on n'a pas un statut. Aujourd'hui, l'animal n'est pas considéré en tant que statut juridique, quoi. On n'a pas un statut juridique particulier pour l'animal. Et ça, c'est bien malheureux. Parce Donc, que je me rappelle quand même ici, en termes de maltraitance, je me suis retrouvée dans le bureau de la procureure à Nice par rapport à la ferme de l'horreur qu'il y avait dans l'arrière-pays, où à la fin du jugement, je me rappelle quand même qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été prises en compte par rapport à des détournements de fonds, mais sur la maltraitance animale, il n'y a pas eu grand-chose qui avait été repris à l'époque. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment dommage que ce sujet… pardon, donc l'animal n'est pas considéré comme un être sensible à l'Europe. Ah ben, il n'y a aucun texte aujourd'hui qui dit qu'un animal a un statut juridique différent. En France, la loi de Dombreval, il s'est battu pour avoir cette loi. On a eu des avancées, mais on n'a pas un statut juridique qui dit qu'un animal est considéré autre qu'un animal. Il n'a pas un statut juridique particulier. C'est une Oui, il aberration. n'y a pas Non, l'animal non. personnage non humain. Ça n'existe pas C'est ça, encore. c'est ça. Et ça, c'est le terme que j'utilise lors de mes interventions, comme ça, ils ne l'oublieront pas. D'accord. Je vois qu'il y a une question qui a été posée par Clara. Notre association entend se constituer partie civile dans un dossier de pêche illégale. C'est où? C'est Non. où? Dites-moi. C'est où? À Toulon. À Toulon. C'est quelle affaire? Ah ben, Clara peut nous en parler peut-être si elle est là. Madame Rose, vous Oui, m'entendez? oui, je vous entends bien. Le nom du prévenu, c'est Anthiori, mais je ne peux pas vous en dire plus sur le fond du dossier parce qu'on attend encore la copie du dossier pénal. Voilà. Si vous avez des infos, je veux bien parce que je suis intervenue sur du braconnage. D'ailleurs, la personne a été condamnée dans le Var. Et il y a eu un autre problème aussi dans le Var. C'était un responsable des pêcheurs, c'était pas mal, qui avait pêché un thon alors qu'il n'avait pas le droit de le pêcher, qu'il avait coupé en morceaux. Je crois qu'il y avait 30 kilos qu'il a ramené dans les glacières, mais c'était pas lui, il l'a pas fait exprès et il a été condamné. Donc voilà. D'accord. Donc je veux Mais bien. je vous tiendrai au courant. Oui. Sans problème, je vous tiendrai au courant. Je tiens au courant votre attaché parlementaire, peut-être. Oui, Pauline, oui, sans problème, oui. Bon, ben, bien volontiers. C'est gentil. Est-ce que vous avez d'autres questions?
Michel. Michel, oui. Oui, oui. Je voulais vous demander ce qu'il en était pour les chevaux. On parle beaucoup d'animaux de ferme. Les chevaux, c'est un gros problème, presque il est un petit peu caché. Et j'ai entendu dernièrement que les Chinois, les Japonais adoraient manger les chevaux en sushi. Est-ce que c'est vrai qu'on les transporte en avion? Alors, il y a eu des transports par avion. Ça a été dit lors de la commission d'enquête sur le transport des animaux. On a parlé aussi du cas des chevaux. Ça a été rajouté sur les recommandations. Il y a eu des mentions par rapport aux chevaux. Je suis en lien avec une association contre, alors je ne me rappelle plus du terme exactement, contre le fait de manger des chevaux. Et je vais travailler avec eux dans pas très longtemps pour diffuser justement des informations par rapport à ça. Oui, parce que ça nous touche aussi. Hein. Oui, 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 oui. Merci, merci, madame. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, oui, je crois qu'il y a quelque chose qui s'appelle de la ferme à la table. Oui, la stratégie Farm to Fork. La stratégie, c'est ça. En fait, c'est moi je dis de la ferme à l'assiette et de la mer à l'assiette quand ça concerne les poissons. Ouais. Bon, désolée, je suis. La stratégie Farm to Fork était une stratégie justement pour la préservation de la biodiversité. Elle est passée au Parlement. Hein. On s'est engagé au sein du Parlement européen à respecter certaines règles par rapport à la biodiversité, par rapport à l'élevage, etc. Malheureusement, après, on a eu la PAC, la révision de la PAC qui a été horrible. Donc, en fait, il y a pas mal de choses qui n'ont pas été reprises en compte. On parle un peu comme le Green Deal, on va respecter certaines normes, etc. Pour l'instant, on n'y est pas trop. Hein. Donc, on le fait remonter à chaque fois, mais cette stratégie ferme à la fourchette, il y a certains conservateurs qui profitent, entre guillemets, de ce qui se passe en Ukraine pour dire oui, mais là, on peut plus. On peut plus, on va manquer de blé, on va manquer de viande, on va manquer de plein de choses parce qu'il y a la guerre en Ukraine. Alors la stratégie de la ferme à la fourchette, on va la mettre un petit peu de côté parce que ça les arrange. Voilà. Est-ce qu'il y avait du bien-être animalier qui était dans cette stratégie, qui était comprise, ou est-ce que c'est simplement l'amélioration superficielle, on va dire, du transport, mais rien vraiment pour l'animal? Il y en Est-ce qu'il y avait avait très peu. vraiment Il y en avait très peu. Et il y a eu un autre texte qui est passé là en plénière mardi, c'était la révision du plan bio. Pareil, on a déposé avec mon collègue Claude Gruffat, qui est de Biocop, enfin qui a été à l'initiative des Biocop. On a déposé des amendements aussi pour que, on parle du bio, etc., mais pour qu'il y ait intégré dans le texte le bien-être animal. Là, j'ai pas encore vu comment ont été votés les amendements sur le texte parce que je viens de rentrer, mais je ne sais pas si c'est passé ou pas. Je vois que Antidote Europe demande la parole. Oui, Vous vous bonjour. présentez? Oh, Merci. on se connaît. Merci beaucoup. Et Il y en a Bonjour. d'autres qui ne le connaissent pas. Ah, pardon. Bravo. Donc, une association formée par des anciens chercheurs du CNRS œuvrant pour une meilleure prévention en santé humaine. Je parle de l'expérimentation animale. Nous avons échangé il y a, je crois, 2 mois avec Madame Rousse et nous avons évoqué la possibilité d'un colloque parlementaire sur l'expérimentation animale. Je vous laisse savoir si vous avez des nouvelles. Alors, les événements sont à nouveau autorisés au Parlement européen. On va préparer un gros événement sur le bien-être animal et le sujet de l'expérimentation animale y sera. Je ne sais pas encore à quel moment, s'il sera en septembre ou en octobre, mais on est en train d'organiser tout ça puisque les événements commencent à être à nouveau autorisés. Donc, on va faire un gros événement où il y aura des ONG, on va inviter pas mal de monde et tout le monde pourra, beaucoup de gens pourront s'exprimer. Justement. Merci Donc, beaucoup. oui, je vous tiendrai au courant. On ferme la main d'Antidote alors?
on abaisse la main et on passe. Michel Non, Bagelone. c'est fini, je l'ai demandé, c'était pour les chevaux. On abaisse la main. Suzy, Oui, a oui, encore... oui. Suzy a quelque chose à dire? Ah oui, j'ai encore une question. Je voulais savoir si l'Union européenne, en fait, elle pouvait agir contre la chasse quand on voit, quand on voit tous les, comment dire, les impacts négatifs qu'elle a, même au détriment de certaines directives comme la directive oiseaux, je crois. Alors, on s'est battu. Alors, c'est surtout sur des plans nationaux que c'est discuté. Au niveau européen, le sujet de la chasse n'est pas tellement évoqué, on va dire. C'est plus sur des plans nationaux. Et en ce qui concerne les écologistes, on s'est battu sur certaines chasses d'oiseaux, hein, la chasse à la glu. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, j'ai interpellé le préfet du département 04-05 parce qu'il y a une autorisation de chasse d'un oiseau protégé qui allait être autorisé. Donc, on lui a mis un petit peu la pression pour éviter que ce soit autorisé. C'est vrai que la chasse, en tant qu'écolo, nous, on demande à ce que la chasse soit interdite déjà les mercredis, les week-ends et que tout ce qui est chasse à courre soit totalement interdit. Voilà, on travaille sur le sujet en tant qu'écologiste, mais au sein du Parlement européen, le sujet de la chasse va faire partie de la réglementation sur le bien-être animal. On aura certainement des choses qui pourront être apportées, mais ce n'est pas le gros sujet, malheureusement, au sein du Parlement européen. Claire Bonne a levé la main. Claire Oui, Bonne, je voulais savoir qu'est-ce que ça donne l'abattage, comment dire, sans étourdissement. Est-ce qu'au niveau européen, on peut arriver à une harmonisation, je dirais, européenne? La Belgique a fait des avancées, la Cour européenne s'est prononcée. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire une harmonisation pour interdire ce genre de souffrance animale? On en a parlé dans la recommandation en commission de transport parce qu'on a profité de la commission d'enquête sur le transport des animaux pour rajouter des choses dans la recommandation et c'est demandé sur la révision de la réglementation 2023 pour qu'on arrête ces souffrances. Malheureusement, il y a des pratiques dans certains pays par rapport à des questions de religion et les esprits se sont élevés. Voilà, je ne sais pas ce que ça donnera dans la révision, mais on l'a demandé. Ok, merci. Alors, d'une manière pratique, lorsqu'on a une idée et qu'on voudrait la voir arriver à être mise sur la table, à qui faut-il s'adresser? À vous? Est-ce qu'il faut s'adresser au président d'une commission? À qui s'adresse-t-on quand on veut parler à l'Europe? En fait, ça dépend. On a un certain nombre dans les groupes politiques, on a ce qu'on appelle des coordinateurs, un président de commission et un coordinateur pour chaque groupe politique qui s'occupe je dirais par exemple sur la commission, si je vais prendre un exemple, sur la commission pêche, on a un coordinateur par groupe politique. On nous propose, on propose un certain nombre d'idées pour des rapports d'initiative, pour des avis, et ensuite on en discute entre coordinateurs de différents groupes politiques. On a ce qu'on appelle des points. Les gros groupes politiques ont, par exemple, c'est un exemple, 15 points, le deuxième groupe politique a 12 points, le troisième en a 8, le quatrième se retrouve avec 3-4 points, et on met aux enchères des dossiers selon les idées. On met aux enchères ces dossiers et ensuite, ces dossiers sont distribués aux groupes politiques et ensuite, vous avez une personne responsable du rapport d'initiative et ensuite, chaque groupe politique désigne ce qu'on appelle un shadow, donc une ombre, une personne qui donnera un avis sur le rapport et pourra déposer des amendements. Donc, si vous avez une idée ou quelque chose
sur le bien-être animal à faire passer, vous écrivez aux députés des commissions, parce que ces députés-là peuvent rajouter sur un rapport d'initiative une idée à faire passer dans le rapport. Si je prends l'exemple de l'économie bleue, à la base, en commission développement, le sujet de la pêche, il n'aurait pas été introduit, mais si j'ai introduit le sujet de la pêche en commission développement, c'était pour pouvoir ensuite le relayer dans la vie pêche. Est-ce qu'il existe un memento pour ça? Est-ce qu'on peut que les Européens puissent se reconnaître là-dedans? Sur les fonctionnements des commissions au sein du Parlement européen, vous allez sur le site du Parlement européen, vous avez pas mal d'explications sur comment fonctionnent les commissions, etc., etc. Et après, Pauline, elle peut vous faire un récapitulatif de comment apporter des idées. On peut faire aussi des pétitions. On a une commission pétition. On peut faire remonter, par exemple, une pétition au sein de la commission pétition pour faire bouger le sujet. Si par exemple, je prends sur la pêche le problème du thon rouge, on peut dire aux pêcheurs de faire remonter une pétition sur une bonne répartition de quotas de thon rouge, par exemple. C'est un peu… voilà. D'accord, mais ça, on demande tout de suite à Pauline. Oui, elle peut vous faire un petit récap. Oui, il n'y a pas de souci. Pauline pourra vous faire un récap là-dessus. Je vais prendre encore une question si vous voulez bien et après, je suis obligée de vous quitter. Allez, OK. Une question pour qui? Est-ce que je veux bien parler? Je voulais savoir si vous travaillez avec la Fédération vétérinaire européenne. Alors, je n'ai pas travaillé avec eux directement, mais c'est un collègue à moi qui a travaillé, qui a été en contact plutôt avec eux lors de la PAC sur des problèmes d'antibiotiques sur des élevages. Voilà. Mais sinon, moi, je n'ai pas travaillé avec eux. Non, parce que les sujets que vous soulevez, ils ont été aussi soulevés au niveau vétérinaire européen, quoi. Oui, d'ailleurs, on a auditionné des vétérinaires en commission d'enquête. D'accord, OK. Bon, je crois, Caroline, on va vous laisser préparer votre interview. Merci, c'est gentil. Et puis, à très bientôt, une prochaine fois, j'espère. Et n'hésitez pas, par mail, vous pouvez demander des compléments d'information. Et si vous avez une idée sur quelque chose, si je peux vous aider sur quelque chose, n'hésitez pas. C'est très gentil à vous. Merci beaucoup. Et merci à vous tous pour ce que vous faites pour eux, parce que c'est génial. Merci beaucoup. Merci, Caroline. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci, Madame Rose. Et à bientôt. Donc, à bientôt. Oui. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. On se donne rendez-vous pour avec Sabine Brels pour comprendre la position un peu de tous ces gouvernements dans le monde d'une manière générale. Quelqu'un veut parler? C'est bon? Quelle date? Tu me rappelles la date? La date, moi, j'avais le 7, c'était lundi, mais peut-être que Sabine Brels voudra la modifier encore. Bon, donc, pour l'instant, ne marquez rien sur vos agendas. D'accord. À très bientôt. Merci, à très bientôt. Merci à tous les présents. Merci à tous et à toutes. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.